Et nous retrouvons un nouvel épisode de l'histoire des Juifs de France, comme tous les matins en compagnie de Christophe Dard. Et aujourd'hui avec Christophe, nous vous proposons de parcourir le destin d'une femme cultivée, une intellectuelle, passionnée et engagée, Simone Veil. Il s'agit de la philosophe Simone Veil avec un W, donc rien à voir avec la rescapée de la Shoah. Ancienne ministre et présidente du Parlement israélien, non, pas du tout. Au cours d'une existence brève, Simone Veil, la deuxième, donc, a connu plusieurs vies. Professeure, auteure de nombreux essais, ouvrière à l'usine et à la ferme, syndicaliste et résistante, dotée d'un fort tempérament et intrépide, elle a été au bout de chaque expérience, malgré les désillusions et surtout les privations et l'épuisement qui lui seront fatales. C'est aussi et surtout, Christophe, une femme encore très controversée aujourd'hui en raison de son rapport conflictuel, on va le voir, avec le judaïsme et des nombreux écrits aussi anti-judaïques de sa part. Christophe, vous nous faites donc le portrait de cette fameuse Simone Veil. Elle est née à Paris en 1909 dans une famille juive installée depuis plusieurs années dans la capitale. Son père, Bernard Veil, est chirurgien militaire. Pendant la Première Guerre mondiale, il sera mobilisé au sein du service de santé. Sa famille, du coup, va suivre ses différentes affectations durant le conflit. Elle a un frère, André, futur mathématicien. Elle ne reçoit aucune éducation religieuse, comme elle en témoignera d'ailleurs elle-même plus tard. J'ai été élevée par mes parents et par mon frère dans un agnosticisme complet. Écoutez les précisions sur notre antenne, c'était il y a 2 ans, en mars 2022, Izzy Morgenstern à propos des origines juives de Simone Veil. Son milieu familial, c'est les Juifs alsaciens, les Veil. Ses grands-parents viennent à la maison pour faire le Shabbat et vérifier que lorsqu'ils viennent, la nourriture est un peu cachère quand même. Mais elle dit qu'elle a compris qu'elle était juive seulement quand elle avait 11 ans. C'est la bourgeoisie juive assimilée. Il y a de très nombreux types de ce genre, et elle a échappé pendant toute son enfance à ce déterminisme, c'est-à-dire elle s'en occupait pas, mais elle n'était pas seule dans ce cas. Et quand elle s'est convertie, dit-elle, c'est elle qui l'écrit en 1936, elle se convertit à l'amour de Christ. Elle ne fera jamais le baptême. Izzy Morgenstern, donc il y a 2 ans sur Radio J. Et Simone Veil a une santé donc fragile, elle semble déjà s'émouvoir de la pauvreté qui l'entoure. La légende raconte que vers l'âge de 5 ans, découvrant la misère des soldats dans la guerre de 1914, elle refuse de prendre un seul morceau de sucre afin de tout envoyer à ceux qui souffrent sur le front. C'est une élève brillante, un baccalauréat de philo à 16 ans, qui lui ouvre du coup les portes de l'Hippocagne, du prestigieux lycée Henri IV, un établissement où elle va rester 3 ans. Elle a pour professeur le philosophe Alain, dont l'œuvre est guidée par la lutte pour le pacifisme et contre la montée des fascismes. Et d'ailleurs, il faut bien dire, l'un des premiers dans les années 20 à prendre conscience de ce danger. Puis elle avait aussi croisé cette jeune femme, Simone de Beauvoir, déjà engagée. Simone Veil dira d'ailleurs plus tard, elle m'intriguait à cause de sa réputation d'intelligence et son accoutrement bizarre. Une grande famine venait de dévaster la Chine et l'on m'avait raconté qu'en apprenant cette nouvelle, elle avait sangloté. Ses larmes forcèrent mon respect plus encore que ses dons philosophiques. Et Simone Veil poursuit des études exemplaires. Elle entre à l'école normale supérieure à 19 ans. Son mémoire de diplôme d'études supérieures en 1930 porte sur science et perception dans Descartes. Elle est reçue aussi 7e à l'agrégation de philosophie en 1931. Et elle a 22 ans quand elle débute sa carrière de professeure de philosophie au lycée du Puy-en-Velay. Elle aura bien sûr d'autres affectations par la suite. Elle s'intéresse surtout à la pensée grecque. Pour elle, Platon, c'est le père de la mystique occidentale. Elle traduit et interprète aussi des grands textes littéraires, philosophes et religieux grecs. Alors en parallèle à ses activités d'enseignante, elle s'engage politiquement. Elle est solidaire des syndicats ouvriers, se joint au mouvement de grève contre le chômage et les baisses de salaire consécutives à la crise de 1929. Elle décide de vivre avec 5 francs par jour, comme les chômeurs du Puy-en-Velay, et elle reverse son salaire d'ailleurs de professeur à la Caisse de solidarité des mineurs. Militante syndicale, proche ou sympathisante des groupes révolutionnaires trotskistes et anarchistes et des formations d'extrême gauche, mais sans toutefois adhérer à aucun parti. Elle écrit notamment dans des revues comme La Révolution prolétarienne ou La Critique sociale. Il faut savoir que, comme la plupart des trotskistes, elle est contre Staline et le communisme et s'intéresse au courant donc marxiste anti-stalinien. Alors à l'été 1932, Christophe, elle passe quelques semaines en Allemagne pour comprendre les raisons de la montée en puissance du nazisme, alors qu'Hitler vient d'obtenir près de 14 millions de voix et 237 sièges aux élections législatives.
effectif sur les 608 que compte le Bundestag. Mais dans ses écrits, cette fameuse Simone Veil, à ne pas confondre donc avec l'autre Simone que l'on connaît, ne dit rien sur le danger que représentent Hitler et le nazisme. Et cela, bien sûr, on pourra lui reprocher plus tard. Et 2 ans plus tard, en 1934, elle abandonne provisoirement sa carrière d'enseignante et décide de devenir ouvrière. Alors, c'est peut-être là qu'on la connaît finalement le mieux, cette femme, car ce n'est pas juste une simple expérience, mais en fait, elle va s'incarner totalement dans la condition ouvrière pour avoir une conscience du malheur. Alors, qu'on le sait, elle est dans un confort de vie en tant qu'enseignante. Elle est donc dans ce qu'on va appeler une phase de dépouillement de soi. Et comme elle est une femme, il faut savoir qu'évidemment, à l'époque, elle a du mal à se faire embaucher en usine et qu'elle utilise du coup ses relations haut placées pour pouvoir y entrer. Elle est ouvrière sur presse chez Alstom à Paris, puis elle travaille à la chaîne aux forges de Bassindre à Boulogne-Billancourt. Enfin, elle travaille chez Renault comme fraiseuse. Et oui, elle fait l'expérience des longues journées harassantes de travail en usine, à répéter les mêmes gestes à la chaîne, dans le bruit, sans repos, tiraillée par la faim, d'autant qu'elle partage les maigres sandwichs qu'elle a avec ses collègues ouvriers. Elle se soumet donc à la dureté des contremaîtres et des patrons, angoissés par le chômage. Elle vit vraiment de l'intérieur comme si elle était née ouvrière. Et l'ouvrage, La condition ouvrière, va justement témoigner de cette expérience épuisante. Alors justement, vous parlez d'expérience épuisante, Christophe. Effectivement, la vie d'usine est tellement dure finalement pour Simone Veil, qui a une santé fragile, qu'elle doit abandonner. La revoilà donc de nouveau professeure de philosophie et elle donne en parallèle une grande partie de ses revenus à des personnes dans le besoin. Enfin, elle prend part aux grèves ouvrières de 1936, consécutives à la victoire du Front populaire. Et oui, le Front populaire de Léon Blum, dont on parlera abondamment prochainement. Et Simone Veil abandonne de nouveau son poste de professeur. Cette fois, elle a la bougeotte pour partir en Espagne, où vous le savez, depuis l'été 36, la guerre civile fait rage entre les républicains et de l'autre, les partisans du général Franco. Elle s'engage aux côtés des anarchistes et des révolutionnaires. Mais là, toute forme de violence et d'exécution, quel que soit le camp concerné, la révulse. Vous me direz, c'est un petit peu embêtant en temps de guerre. Et elle va d'ailleurs écrire « Je n'ai jamais vu personne, même dans l'intimité, exprimer de la répulsion, du dégoût ou seulement de la désapprobation à l'égard du sang inutilement versé. J'ai rencontré en revanche des Français paisibles que jusque-là je ne méprisais pas, qui n'auraient pas eu l'idée d'aller eux-mêmes tuer, mais qui baignaient dans cette atmosphère imprégnée de sang avec un visible plaisir. » Et cette expérience espagnole ne dura finalement que quelques semaines suite à un accident à l'issue duquel elle est gravement blessée. Cette fameuse Simone Veil, trop peu connue, revient en France fin septembre 1936. Elle comprend alors que le pacifisme est impossible, que même chez ses amis, la haine et la violence l'emportent. Et c'est peut-être effectivement en raison de la perte de ses idéaux qu'elle va finalement se convertir au catholicisme en 1936, même si, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, elle n'est pas baptisée. Alors c'est là évidemment le point, on va dire, le plus grave et le plus embêtant pour nous, mais il faut aussi l'évoquer, car malheureusement ça pouvait être d'actualité à l'époque et certains ne se gênaient pas pour le faire. Elle va tenir des propos haineux sur le judaïsme, plus précisément sur l'Ancien Testament, où elle revient sans cesse sur le sujet de massacres commis par les Hébreux. Son projet est même de purger la religion chrétienne de son empreinte juive au profit de sa composante grecque. On sait qu'elle est fascinée donc par la Grèce antique. Ainsi, sans rentrer trop dans les détails, car vraiment il y a des pages d'une dureté incroyable, Simone Veil rejette l'existence d'un peuple juif, elle qualifie même le peuple d'Israël d'artificiel et rejette aussi le sionisme et l'installation d'un foyer juif en terre d'Israël. Et les positions de la philosophe en matière de religion, son rejet du judaïsme vont faire couler beaucoup d'encre et certains parleront même d'antisémitisme. Merci beaucoup Christophe Dard et rendez-vous donc au prochain numéro pour la suite de ce portrait consacré à Simone Veil.